Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdou Anne. Bonsoir et bienvenue à cette quatrième et nouvelle saison de votre émission Regarde ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Nouvelle rentrée, nouvelle grille, vous allez découvrir plein de nouveautés, à commencer par le site rmiinfo.com qui a fait peau neuve et la web radio désormais accessible 24 heures sur 24. Et dans le sommaire de RIM-Actu ce soir, la RIM Youth Climate Movement organise une caravane régionale pour sensibiliser à l'occasion de la COP22. La JMF organise une fête pour les familles à l'occasion de l'Eid de l'Aïd el-Kébir. Nous développerons ces titres après ce sommaire avec Seta Kamara, la grande voix d'RMIinfo.com. D'autres grandes voix également arrivent. Naira Saint-Père pour le kiosque d'Rémi, Amadou Khan pour l'actu des réseaux sociaux, Nada Wakaf pour recevoir notre invité et débattre avec lui comme il se doit. Notre invité justement, c'est Saïdou Diallo, également connu sous le nom de Thierno Saïdou Diallo, journaliste et homme de droit, homme des médias, fin connaisseur de la diaspora mauritanienne en France, dont il couvre l'actualité depuis qu'il officie à la web radio Kas Ataya. Le projet de télévision Africa Paris TV, il est également de l'aventure. Quel regard porte-t-il sur la diaspora mauritanienne en France? Nous ouvrirons le débat dans un instant avec Saïdou Diallo. Tout de suite, place à RIM-Actu avec Seta Kamara. Seta, bonsoir. Bonsoir. La RIM Youth Climate Movement organise une caravane régionale pour sensibiliser sur l'environnement à l'occasion de la COP22. Conscients des changements climatiques qui menacent notre planète, de jeunes Mauritaniens sensibles aux questions environnementales ont créé depuis 2013 la RIM Youth Climate Movement. C'est un réseau qui s'étend au-delà de la Mauritanie, dans lequel tous agissent pour la préservation de notre planète. La RIM Youth Climate Movement prépare une caravane écologique qui traversera deux pays, donc le Sénégal et la Mauritanie, et achèvera son périple à Marrakech, au Maroc, où elle prendra part à la COP22. Moussa Sall, le président de RIM Youth Climate Movement, nous en dit plus. Ok, merci à RMI. Donc, RIM Youth Climate Movement, c'est une plateforme de jeunes Mauritaniens qui s'activent essentiellement sur la problématique des changements climatiques et la promotion du développement durable. Donc, c'est une structure qui existe depuis fin 2012, début 2013. Elle fait partie de deux grands blocs régionaux. L'une s'étendant sur la région MENA, qui s'appelle le Arab Youth Climate Movement, et la seconde s'étendant sur tout le continent africain, qui est l'Africa Climdev Youth Platform, qui essentiellement essaie de fédérer tous les jeunes s'activant sur la problématique changement climatique et développement durable, afin que nous puissions constituer une force de proposition et de réflexion pour appuyer un peu ces deux blocs-là, surtout sur les questions de négociation et de mobilisation des acteurs de la société civile. C'était Moussa Sall, le président de RIM Youth Climate Movement en Mauritanie. La JMF, on passe à notre deuxième titre, CETA, qui organise une fête pour les familles à l'occasion de l'Eid el-Kébir. Alors oui, il y aura menu des méchouis, du hataya, c'est donc de la poésie, tout ça dans une ambiance conviviale. Évidemment, dans un grand salon où l'on peut s'asseoir et s'allonger à sa guise, il n'y a plus de doute, nous sommes bel et bien dans une fête mauritanienne. Que vous soyez en famille ou tout seul, la JMF vous invite à fêter l'Aïd el-Kabir dans une ambiance fraternelle, où grands et petits trouveront leur plaisir. Plus d'informations directement via la page Facebook de l'association AJMF. Merci Seta, c'était le RIM-Actu avec Seta Kamara. Je en profite pour vous dire Kembere Waga à l'occasion de l'Aïd el-Kébir qui approche. C'était RIM-Actu avec Seta Kamara, Seta que l'on retrouve en fin d'émission pour le questionnaire. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, nous recevrons sur ce plateau Saïdou Diallo, l'une des figures du journalisme de la diaspora mauritanienne. Restons dans la thématique du voyage. Noura Mint Seymani sort bientôt son deuxième album international, Arbina, dont voici le premier single, Na'san.
Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Voici venu le moment d'échange avec notre invité du jour, Seydou Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur RMI Info.com, sur le plateau de Regard d'ailleurs. Je vous présente également, ou bien je vous rappelle, nos grandes voix du jour. Nada Louaraf, bonsoir. Bonsoir. Amadou Kane, bonsoir. Bonsoir. Donc, on va recevoir ensemble Thierno Seydou Nourou Diallo. Je rappelle que vous êtes journaliste, homme de droit. Comment est-ce que s'est fait ce cheminement du droit au journalisme? Bien, merci en tout cas à RMI Info de m'avoir invité, c'est un plaisir. Et puis de toute façon, je retrouve des têtes et des visages que je connais. Je retrouve aussi un studio que je connais. Donc, c'est un plaisir, même si je sais que nous allons discuter d'une façon très franche. Alors, comment est-ce qu'on passe du droit au journalisme? Alors, du droit au journalisme, juste peut-être une petite anecdote, c'est que quand j'étais au lycée, et mes amis s'en rappellent très bien, au lycée, au lycée El Hadj Martal, j'avais créé un petit journal avec des amis, un journal, je dirais, qui n'était pas reconnu, un journal de lycée, et qui nous a valu malheureusement, la direction nous avait renvoyé parce qu'on avait créé un petit journal d'école sans avertir l'administration. Et puis moi, j'étais passionné par la littérature, donc les écrits, parce que je suis littéraire de formation. Et quand on a fait ce petit journal entre quelques amis, et puis bon, oui, clandestin, bon, en tout cas, la direction n'avait pas apprécié le fait qu'on le fasse, et d'autant plus qu'il y avait quelques petites critiques à l'endroit de notre propre lycée et de l'administration, d'autant plus que ça tombait une période où, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui connaissent un peu Nouakchott et les questions des écoles privées, El Hadj Martal était un peu en conflit avec Djouramadia, il y avait un procès même, et que nos écrits se sont retrouvés à Djouramadia, et donc les gens n'ont pas du tout apprécié, ça avait pris une ampleur extraordinaire. Alors, j'étais un des instigateurs, c'est vrai, et j'ai été renvoyé pendant 3 jours, mais tout le monde, j'avais la tête de quelqu'un de très sérieux, et tout le monde venait me dire « Ah, mais Diallo, on sait que c'est pas vous, c'est les autres amis, malheureusement. » Et j'ai un ami, malheureusement, qui a été renvoyé, lui, définitivement. Moi, j'ai été renvoyé que 3 jours, et un ami qui a été renvoyé définitivement. Donc, c'est là qu'on a la passion un peu du journalisme. Et puis, quand j'étais un peu plus jeune aussi, très petit, je n'étais pas très bon au foot, mais je le suis devenu avec le temps. Donc, à défaut de jouer, à défaut de jouer, je faisais un peu les commentaires des matchs. Donc, c'est comme ça que venait la petite passion, hein, on va dire, par défaut. Oui. Et puis, c'est de là qu'est née la passion du journalisme. Et Kassataï fit la révélation. Et Kassataï fit la révélation en rencontrant des grands frères, des amis qui ont su m'accompagner et me former. Donc, mais je peux revenir là-dessus. J'ai des fois un peu de mal à dire que je suis journaliste parce que je ne suis pas de formation. Je suis passionné, je me dis plus comme reporter, chroniqueur que journaliste. Mais bon, si on se limite à la définition mauritanienne, je suis journaliste, mais si on se limite à certains critères, je suis plutôt chroniqueur-reporter. Voilà. Alors, on va rester dans le monde du journalisme et des médias plus particulièrement. Nada. Bonsoir, c'est Diallo. Bonsoir. Alors, en fait, j'ai envie de parler un peu de la crédibilité des médias locaux en Mauritanie et ceux qui sont installés en France. Je vous rappelle d'une petite nation en Sciences Po. J'imagine que vous êtes politologue de formation. Ce qu'on appelle le média mensonge, c'est un concept en fait a été forgé par les journalistes français Gérard de Sylvie. Il s'agit en fait d'un ensemble de techniques de manipulation idéologique utilisées par les médias justement pour plusieurs raisons, parfois pour éviter en fait éviter que d'autres points de vue par exemple s'expriment ou tout simplement stigmatiser des fois certaines communautés, etc. Est-ce que c'est pas pour cette raison qu'on a vu plusieurs médias qui se sont créés en France par exemple par rapport à la crédibilité des médias locaux? Particulièrement en France ou à la Mauritanie? En France, je crois que comme Kassataï, vous êtes chroniqueur chez Kassataï par exemple ou d'autres. C'est pourquoi je voulais savoir la zone géographique, parce qu'en réalité, il y a une différence entre ce qu'on peut appeler aujourd'hui un média mauritanien, qu'il soit ici en France ou qu'il soit au niveau de la Mauritanie, ou par exemple les médias français, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même tradition, on n'a pas le même vécu. Donc quelque part, il peut y avoir une influence historique et politique là-dessus. Maintenant, pour revenir sur le rôle des médias et puis le média qui permet
d'asservir un peu l'esprit humain. Ça, c'est une réalité, ça existe. Mais on ne peut pas dire que la finalité des médias, et par exemple, aujourd'hui, l'existence de médias, on va dire, de chaînes d'information en continu, par exemple, en France, ne puisse servir que la volonté d'informer tout simplement. Enfin, que la volonté d'informer tout simplement, ou en tout cas d'abrutir, si vous permettez le terme, l'ensemble de la société. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose dans l'ensemble des médias, y compris en Afrique qu'en Occident, et particulièrement en Occident parce qu'ils ont une certaine forme d'évolution, c'est de savoir qui sont derrière les médias. Parce qu'à chaque fois qu'un média dit quelque chose, il faut savoir qui est derrière. Qui dit quoi et pourquoi il le dit. Mais cette manipulation, elle n'est pas seulement une manipulation de ce qu'on peut appeler, par exemple, on va prendre le cas, par exemple, de multinationales ou d'industriels qui sont en train de financer des médias. Eux, ils ont forcément un intérêt à avoir derrière. Mais de l'autre côté aussi, quand des fois, dans la presse, et ça surtout je le dis parce que ce qu'on appelle la presse alternative, en disant que c'est l'alternative à ce que nous vend, pour faire beaucoup plus simple, BFM TV et ce que nous vend iTélé ou autre, cette presse alternative-là aussi, elle est orientée. Et des fois, elle n'est pas forcément parce qu'elle est une alternative qu'elle est forcément, en tout cas, qu'elle donne la réalité de l'information. Attendez, mais par rapport, je reviens à ma question, par rapport aux médias mauritaniens qui sont en France, est-ce que leur existence n'est pas due à la non-crédibilité des médias locaux en Mauritanie? C'est ça ma question. Alors, voilà, je comprends encore la sous-question, ou bien, on va dire, je comprends davantage la sous-question. Si on peut faire l'historique de Kassataya en très simple. Hein. Je ne crois pas que Kassataya juste pas vraiment son historique, mais la raison pour laquelle, c'est-à-dire la raison de son existence, elle a un lien avec son historique, c'est très simple. Kassataya a été créé, et ça, on le dit souvent, a été créé pour contrer un coup d'État. C'est quand le président Mohamed Ould Abdelaziz a voulu mettre en place, a fait son coup d'État contre Sidi Ould Cheikh Abdallah, il y avait un projet de création d'une radio auparavant que Abdoulaye Diagana menait avec quelques amis. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Et quand il y a eu le coup d'État, l'outil qui était en gestation a été mis en place, a été accéléré, et ça a servi d'un levier pour contrer un coup d'État. Donc là, quand dans la naissance de Kassataya, c'est la naissance d'une radio qui prend position par rapport à la situation politique, par rapport à un moment donné dans la Mauritanie. Est-ce que vous considérez comme un média alternatif? Non, nous sommes une offre, on va dire, nous sommes une offre d'information et d'analyse différente des autres. Mais je crois que si on peut parler d'alternative... Différente, c'est juste du marketing ou il y a non, quelque chose bien sûr, non. Il faut lire Kassataya, vous saurez qu'il y a une différence. Et je reviens là-dessus pour finir. Maintenant, quand Kassataya est créé, ce n'est pas juste parce que Kassataya, on a le mérite, mais ça n'en fait pas l'alpha et l'oméga de la presse mauritanienne, on a le mérite d'être la première web radio mauritanienne. Pourquoi on le fait? Parce que oui, au niveau local, il n'y avait pas une offre d'information alternative. Mais alternative, ce n'est pas juste différente, mais c'est-à-dire différente dans l'information et dans l'objectivité de l'information. Est-ce que vous saisissez? À partir de ce moment-là, on a créé Kassataya parce qu'il n'y avait qu'une seule radio, c'est la radio mauritanienne. Et la radio mauritanienne, c'est souvent ce qu'on appelait la radio d'État. Donc c'est à partir de ce moment-là... C'est un média indépendant, vous voulez dire? Bien sûr, indépendant. D'autant plus que j'aime à le dire indépendant parce que je le dis et je le redis, on tape souvent sur Abdoul Diagana, on tape souvent sur Mariam Mintou Derviche ou d'autres qui sont dedans, qui sont beaucoup plus connus. Moi, quand j'écris un article, pas plus tard qu'hier soir, j'en ai écrit un, je ne demande l'autorisation à personne. Monsieur Diagana découvre les articles des fois même 2 jours avant parce qu'il peut lui arriver de ne pas voir un article. Il est étonné, il est d'accord ou il n'est pas d'accord, c'est 2 jours après, parce que 2 jours avant, là, je dis le contraire de ce que j'allais dire. Ça ne va pas le faire. Khan. Alors, puisqu'on parle de Kassataya, qu'en est-il de Kassataya? Au début, moi, je sais que j'étais l'un des fidèles auditeurs de Kassataya. Après, peu à peu, j'ai carrément abandonné parce que c'était plus ce que c'était, Kassataya. Et maintenant, concrètement, qu'en est-il de Kassataya et c'est quoi le projet pour Kassataya? Ok. Dans le futur, pardon. Si vous me permettez, dites-moi, c'était plus ce que c'était, ça veut dire quoi? Parce que Kassataya, il y avait des débats intéressants, il y avait des chroniqueurs, Mariam Mintou Derviche, l'autre là, dont j'ai oublié le nom tellement que ça fait longtemps que Khalid Diallo? Non, pas Khalid Diallo, il y avait Demba, il y avait Mariam, il y a Brahim Louboyi, qui sont toujours... Voilà, et il y avait des débats intéressants. Et après, Kassataya est, disons, un peu mort de sa belle mort. Ça n'existe quasiment plus, Kassataya. Ça se limite maintenant à quelques articles. Casse Sport, il me semble que c'est dont était l'animateur. Est-ce que ça existe toujours?
Oui, alors je vais vous expliquer. En décembre, enfin, avant décembre de l'année dernière, nous sommes confrontés à différents problèmes, hein, comme chaque presse comme chaque organe de presse confronté à des problèmes de développement, parce que, comme vous le dites, quand vous venez au début et qu'il n'y avait pas il y avait pas d'autres choix, et qu'il y avait Kassata, et qu'il y avait une offre intéressante, en tout cas, dans la dynamique de l'information, et que les gens retrouvaient quelque chose d'autre qu'ils ne pouvaient pas trouver ailleurs. Donc, ils sont intéressés. Et que nous, on trouve que le travail que nous faisons, quelque part, il y a une certaine forme de rétribution parce que les gens viennent suivre ce que nous faisons. Maintenant, quand on arrive à un certain stade, on veut aller beaucoup plus loin. Et alors, quand on veut aller beaucoup plus loin, c'est qu'il faut avoir les moyens, chers amis. Vous savez que c'est le nerf de la guerre. Malheureusement, le nerf de la guerre, souvent, on tire le diable par la queue à Kassata et ailleurs, on n'arrive pas à trouver aujourd'hui des levées des fonds. Notre tournant, je vais dire, à Kassata, c'est quand nous avons déposé notre dossier pour être retenu comme radio FM, c'est-à-dire quand il y a eu l'ouverture des ondes en Mauritanie, parce que là, on était dans un projet sérieux de retour avec une bonne partie de l'équipe, je vous dis, avec ce que ça peut coûter, mais c'était une ambition très sérieuse, des engagements fermes pour rentrer en Mauritanie, faire de la radio et faire de la radio autrement, informer les gens autrement, parce que ça, c'était notre credo. Malheureusement, ça n'a pas abouti. On n'a pas eu cette onde-là, et entre-temps, oui, il y a eu des gens qui nous ont contactés, qui veulent racheter Kassataya, qui veulent y mettre de l'argent, mais qui veulent y mettre pas seulement de l'argent, ils veulent y mettre de l'argent et une pointe d'idéologie. Ce que nous refusons, ce qui nous pose quelque part quelques problèmes, oui, parce que personnellement, je vous le dis, hein, il ne faut pas s'en cacher, à Kassataya, nous ne sommes que des bénévoles. C'est-à-dire, nous donnons de notre temps, et on peut encore en faire davantage, et éventuellement de notre argent, et pas éventuellement, et surtout certains d'entre nous en font plus que d'autres. Peut-être moi, j'en fais pas assez, mais il y a d'autres qui en font plus, c'est-à-dire en donnant de leur temps et de leur argent pour cette radio. Et aujourd'hui, par exemple, on avait tout récemment, pourquoi on a arrêté les informations, les débats et autres qu'on faisait par exemple les dimanches, c'est que nous étions à une phase où on a renouvelé la grille de programme, où nous étions sur des projets beaucoup plus ambitieux de radio, pour potentiellement même repartir en Nouakchott, pourquoi pas, quand il y a une autre offre. Et nous avons, par exemple, là, tout récemment, retravaillé l'ensemble, je dis bien l'ensemble de notre grille de programme, qui est beaucoup plus étoffée, c'est vrai. On n'en a pas fait beaucoup de communication parce que nous voulons qu'au moment où vraiment nous faisons la communication, c'est que ça accélère. Autre chose aussi, nous sommes en train de faire migrer des données, mais qui sont considérables, et je sais que ceux qui sont d'entre vous spécialistes de la technique et de l'information le savent. On a des données considérables aujourd'hui qui saturent par rapport à notre ambition première. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une certaine forme, on va dire, d'évolution et de mutation. Et je comprends maintenant que les gens aient envie que ça renaisse, comme vous dites, de ces centres, mais Inch'Allah, ça se fera le plus tôt possible. On va passer à présent à la deuxième thématique de notre émission, à savoir la relation des Mauritaniens qui résident en France avec l'ambassade. C'est tout un programme, tout un chapitre. Vous, en tant que journaliste, Thierno Seydou Diallo, il vous arrive de couvrir certains événements qui se sont passés à l'ambassade. Il vous arrive, en tant que citoyen lambda, de voir, et puis je me fie un peu à vos yeux d'observateur, comment est-ce qu'on peut en arriver là où les Mauritaniens, beaucoup de Mauritaniens qui résident en France, ont du mal à se faire comprendre, à communiquer tout simplement avec l'ambassade. Bien, vous savez, c'est très simple. C'est très simple. Oui, on comprend. J'ai horreur, voilà, j'ai horreur parce que souvent je m'attaque de la simplification et des simplistes, parce qu'aujourd'hui c'est la tendance très simple, les choses c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis, si vous ne dites pas. Maintenant, pour revenir à l'ambassade, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui en Mauritanie, la diaspora mauritanienne qui vit en France majoritairement est une diaspora qui est née d'une certaine forme de crispation, de certaines tensions en Mauritanie, c'est-à-dire des événements de 1981. Majoritairement, de façon générale, la plupart des gens qui ont immigré ici ont immigré dans les années, on va dire 80, à la fin des années 80 dans les années 90. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une situation en Mauritanie, c'est-à-dire ce qu'on a appelé pudiquement les événements de 89, qui ont fait qu'il y a pas mal, par exemple, de réfugiés qui étaient en Mauritanie. Donc, il y a une certaine forme de tension et de distance entre ces communautés-là mauritaniennes venues se réfugier ici en France et les autorités mauritaniennes. Mais ceci étant, même si on passe ce stade-là, c'est-à-dire quand on évolue dans le temps, malheureusement, on a toujours vu que, de façon générale, les rapports entre l'ambassade et les Mauritaniens sont des rapports qui sont très tendus. Et cela s'est davantage, beaucoup plus développé
dans le cadre de ce qu'on a appelé l'enrôlement. Normalement, oui. Parce qu'on exigeait aux Mauritaniens qui résidaient à l'étranger des pièces d'identité, une dynamique et une lourdeur administrative qui ne sied pas à la vie à l'étranger. Et cela a contribué à développer cette distance. Mais le premier des responsables, ce sont nos autorités, il faut le dire. Parce qu'une autorité politique qui représente ses citoyens à l'étranger se doit de faciliter l'accès de ces citoyens-là, concitoyens qui sont à l'étranger, l'accès à leurs droits, l'accès à une administration. Vous savez, moi, je suis très frustré de venir à l'ambassade de Mauritanie et que je sois servi à travers une fenêtre. Voilà, je ne rentre pas dans mon ambassade. Pourquoi? Parce que compte tenu de certaines tensions, aujourd'hui, l'ambassade est fermée aux Mauritaniens, il faut se mettre à l'extérieur. Je vous dis, la semaine dernière, par hasard, je suis allé là-bas pour un papier administratif et il pleuvait. Les gens étaient à l'extérieur. Moi, j'avais eu l'occasion de rentrer parce que je devais récupérer mon passeport. J'étais à l'intérieur, il pleuvait, les gens étaient dehors. Il a fallu que le chargé des affaires consulaires vienne, prenne sa responsabilité en disant à la personne qui était devant la porte, monsieur, ouvre la porte, j'en assume la responsabilité si par exemple ces messieurs-là sont amenés à casser quelque chose dans l'ambassade. Parce qu'on est dans cette dynamique-là. Donc, ouvrez la porte et mettez-les à l'intérieur pour qu'ils soient à l'abri de la pluie. Vous voyez dans les détails dans lesquels nous sommes. Oui. Et moi, permettez-moi, pendant ce temps-là, c'est-à-dire pendant que nous, Mauritaniens, on est en train de s'occuper, qui rentrent dans l'ambassade, qui ne rentrent pas, qui peut avoir le passeport et autres, que font les Marocains, que font les Sénégalais, que font les Maliens de leur diaspora? Ils font autre chose. Ils les accompagnent dans un processus de développement beaucoup plus intéressant et ils sont dans une certaine forme de cohésion. Nous ne disons pas que nous devrions être que des amis et que nous sommes tous dans le même parti politique ou que nous avons tous la même idéologie. Mais au moins, on a quelque chose en commun, c'est la Mauritanie et il faut que les autorités et ceux de la diaspora, parce que ceux de la diaspora peuvent beaucoup apporter au niveau local, puissent les accompagner. Est-ce que parler le rapport entre la diaspora mauritanienne et l'ambassade de Mauritanie et l'ambassade de la Mauritanie en France sous cet angle-là n'est pas une vision partielle? Et vous omettez une bonne partie des Mauritaniens qui ont de bons rapports avec l'ambassade de la Mauritanie et où on n'en parle pas. Et attention aux comparaisons, vous parlez de l'ambassade du Mali, du Sénégal. Moi, j'ai des potes maliens pour aller renouveler leur passeport à l'ambassade du Mali, à Bagnolet. Je peux vous assurer, ils partent à 3 heures du matin. Donc, c'est quasiment la même chose. Donc, les Maliens ne sont pas plus lotis que nous. Donc, est-ce que le problème, ce n'est pas plus général, ce n'est pas un problème de l'administration africaine en général, ou c'est plutôt juste un problème mauritano-mauritanien? Africaine, c'est trop dire, oui. Je dirais, oui. Alors, permettez-moi juste de dire, la première des choses, c'est que je ne considère pas, vous êtes un peu dans le monde de la presse, les trains qui arrivent à l'heure ne m'intéressent pas davantage que ceux qui sont en retard. Ce que je considère qu'on devrait davantage relever, même si de temps en temps il faut dire la réalité des choses, ce sont les choses qui n'aillent pas afin que les autorités prennent conscience et essayent de rectifier le tir. Maintenant, j'en viens à cette comparaison malienne ou autre, même si elle peut ne pas être la plus claire, parce que je sais que les Maliens ont des fois des problèmes pour le renouvellement. Mais je dis des rapports de façon générale. Vous savez, la diaspora malienne, par exemple, moi je parle même de rapports, parce que l'ambassade n'est qu'un lien. Parce que le rapport, c'est avec l'État de façon générale. Je parle de la diaspora malienne de façon générale, elle est beaucoup plus lotique que la diaspora mauritanienne. La diaspora sénégalaise, ses rapports avec l'administration sénégalaise, que ce soit ici ou au niveau local, elle est meilleure que nous, ce que nous faisons, et y compris les Marocains. Maintenant, de temps en temps, dans le cadre purement administratif, il arrive que nos administrés, de façon générale, particulièrement moi, la Mauritanie, parce que c'est ce qui m'intéresse, n'assument pas ou ne font pas correctement leur travail. Il y a une part de responsabilité là, très ferme, très forte de la part de nos administrés qui nous représentent ici. Parlons à présent de la diaspora mauritanienne en France. Nada, vous aurez la parole tout à l'heure. La diaspora mauritanienne, il y a eu plusieurs tentatives d'organisation. Vous, en tant qu'observateur, je ne pense pas que vous soyez encarté dans une organisation ou autre voilà, de la diaspora mauritanienne. Mais en tant qu'observateur, pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi à chaque fois on essaie de s'organiser, mais il y a des vieilles structures qu'on ne voit pas beaucoup et d'autres nouvelles qui essaient de se mettre en place, mais ça ne prend pas? Vous savez, vous avez quasiment répondu à une partie de la question, c'est-à-dire en Mauritanie, où nous les Mauritaniens, nous avons la tendance de mettre souvent les charrues avant le bœuf. Donc ça pose des problèmes, c'est-à-dire on ne pose pas, vous savez, je donnais l'exemple du Mali. Le Mali, ils ont un conseil des Maliens de l'étranger, ils ont mis quasiment 30 ans à le mettre en place. Et nous avons voulu, en un laps de temps, en moins de 3 ans, à structurer des organisations mauritaniennes qui existaient déjà, on nous a dit, faites en table rase et créez quelque chose de nouveau. Non, ce n'est pas faites en table rase, c'est que Mauritaniens, vous êtes là,
dans la diaspora mauritanienne, organisez-vous pour avoir un certain nombre de plaidoyers. Maintenant, la tentative d'organisation, elle a eu lieu. Je me rappelle que l'année dernière, vous avez invité l'un, par exemple, des protagonistes. Il en était que, malheureusement, comme dans pas mal de choses que nous faisons en Mauritanie, c'est-à-dire cette dynamique très intéressante et très importante a été larvée ou voilée, si on veut, par l'aspect politique. Et malheureusement, dès l'instant que l'aspect politique entre dans cette forme de dynamique-là, cela tue l'ensemble des projets et des tentatives d'établissement d'une association ou d'un conseil de Mauritaniens de l'étranger. Mais vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas essayé de rencontrer l'ambassadeur pour résoudre ce problème? Si, j'ai eu à rencontrer par exemple l'ancien ambassadeur M. Wen et nous en avons discuté, mais l'ambassadeur n'a jamais reconnu qu'il était lui, en tout cas, partie prenante de ces affaires-là. Or, une bonne partie considérait que quelque part l'ambassadeur tirait la ficelle ou en tout cas orientait certains de ces éléments. Mais lui, l'ancien ambassadeur, M. Wen, me disait que non, nous, on ne fait qu'accompagner. Nous ne sommes pas partie prenante et nous ne supportons aucun groupuscule. D'accord. Je reviens sur votre parcours en tant qu'enseignant, chercheur. En fait, quand j'ai regardé vos travaux universitaires, vous avez travaillé sur la question de l'universalisme et le relativisme culturel. Oui, c'était en licence 3, ça me rappelle de beaux souvenirs. En quoi consistaient ces travaux et quel était votre terrain de recherche? Oui, là, vous me rappelez quelque chose. C'était un travail que nous avons eu en DLF, en droit et liberté fondamentale. On nous avait dit de faire un dossier. Et puis, je l'avais fait avec un ami français, David Benjamin, qui était avec moi en vacances tout récemment à Nouakchott. Donc, quelque part, nous aussi, nous sommes des ambassadeurs de la Mauritanie et nous essayons de ramener des amis français découvrir ce pays. Donc, au passage, ça, c'était en L3, on nous avait dit de travailler quelque chose. Moi, je venais d'un ailleurs. C'était sur quel terrain C'était sur le terrain purement des libertés fondamentales et de la philosophie, c'est-à-dire... D'accord, d'une manière générale. De manière générale. Pas précisé. Non. D'accord. La base, c'était du droit, mais on faisait un peu de sociologie et d'analyse, on va dire, un peu philosophique. Donc, on a travaillé là-dessus. Pourquoi moi, ça m'intéressait? Moi, je venais d'Afrique de l'Ouest, noir, musulman, et j'avais un ami français qui était français et qui est, si vous permettez, enfin, vous permettez ou pas, il est agnostique, c'est-à-dire il doute, il ne sait pas s'il est croyant ou pas, il ne sait pas, en tout cas, il est là, il se cherche. Donc, c'est ce que les Français disent, qu'avoir le postérieur entre deux chaises. De temps en temps, il croit qu'il existe, de temps en temps, il croit que le bon Dieu n'existe pas. Maintenant, passons. En tant qu'agnostique, donc nous avons eu à travailler sur la notion d'universalisme des droits de l'homme et de relativisme. C'était pour savoir, parce que là, on préparait aussi un master en études africaines. Vous savez, souvent, nous autres Africains, on a l'habitude de toujours rétorquer quand on nous parle de démocratie ou de droits de l'homme en nous disant que c'est quelque chose de purement occidental. D'accord. Et que c'était rapporté. Et que c'était pas, en tout cas, soit compatible, soit avec l'islam ou nos valeurs culturelles ou notre mode d'organisation d'antan. Et moi, je voulais travailler pour savoir, mais est-ce qu'aujourd'hui, la question relative aux droits de l'homme, la notion des droits de l'homme de façon générale, est-ce qu'il y a une certaine forme de relativisme universel? Est-ce qu'on peut considérer que ça peut marcher à Paris et qu'au Caire, ça ne peut pas marcher? Ou est-ce que l'ensemble des individus dans cette terre, c'est-à-dire toute personne faite de chair, d'os et de sang, va se dire qu'il y a des droits, des libertés fondamentales, une liberté fondamentale à laquelle j'aspire? Et moi, en tout cas, j'en tire la conclusion que qu'on soit de Bangkok, qu'on soit d'Accra, de Nouakchott ou de N'Djamena, on aspire, nous, en tant qu'êtres humains, à certaines libertés fondamentales. On aspire à des droits qui sont intrinsèquement liés à notre état, du fait d'être un être humain. Et à partir de ce moment-là, ce droit-là doit être respecté. Et en tout cas, c'était une façon, moi, qui venait d'un ailleurs où des fois on nous pointait du doigt, de dire que non, il n'y a point. On ne peut pas relativiser. Maintenant, je ne vous dis pas qu'on standardise. On ne standardise pas. Voilà, c'est ce qui est différent. On ne standardise pas les droits, mais en tout cas, chacun a droit à sa liberté personnelle, à sa liberté individuelle. D'accord. Et ça ne concerne que sa petite personne. Oui. Nada. Je rappelle quand même, alors, vous avez travaillé sur l'universalisme et le relativisme culturel. Oui. Surtout, c'est la notion de relativisme culturel qui m'intéresse, qu'il s'agit d'un ensemble de croyances des individus qui doivent être comprises et analysées en fonction de sa culture. Oui. Donc, en fait, ce sont des hypothèses qui s'opposent souvent. Oui. Il s'agit d'une part, soit on impose un modèle
universelles, Oui. au modèle par exemple d'égalité homme-femme, au modèle de la démocratie ou autre, aux valeurs universelles, qui sont universelles du point de vue de toutes les sociétés humaines. Ou soit nous devons respecter les différences culturelles, tout en espérant par exemple qu'il y ait une évolution interne de la société. Ma question est la suivante. Selon vous, en tant que chercheur et journaliste, dans quelle mesure l'universalisme doit, je dis bien doit, prendre le pas sur le relativisme culturel? Nous savons qu'il y a des pays, par exemple, en développement, dont l'obstacle majeur de leur sous-développement est le blocage culturel, en fait. Donc, dans quelle mesure cet universalisme doit prendre le pas sur le relativisme culturel, selon vous? Alors, c'est une très intéressante question et elle est très vaste. Et on va y répondre de façon, on va dire, un peu construite. Mais avant, je voudrais vous dire quelque chose. Il ne faut pas qu'on commence à dire que l'universalisme culturel, dès qu'elle vient, elle remet en cause le relativisme culturel. Et il ne faut pas, au nom du relativisme culturel, tuer certaines valeurs fondamentales de l'être humain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, parce que voilà, moi je viens d'un ailleurs, c'est comme ça, et puis c'est tout, on ne va pas respecter les minorités. C'est pas parce que je viens, par exemple, du fin du Congo, quelque part, sans pour autant caricaturer, que je ne respecte pas les albinos, parce que potentiellement, ce sont des enfants issus de la sorcellerie. Au nom d'aucun relativisme culturel, on ne peut l'accepter. Maintenant, là où la nuance, et on peut attaquer le sujet directement, c'est-à-dire en parlant Prenons de l'exemple l'Occident, de la Mauritanie. en prenant, par exemple, vous me donnez un exemple sur la Mauritanie, je vous dirai de suite ma position. Maintenant, mais je disais, maintenant, passons, je disais, sur la question aujourd'hui de l'universalisme. Il ne faut pas aussi, et sur le point de vue occidental, il ne faut pas que la vision que nous avons de l'universalisme ou que les Occidentaux ont de l'universalisme, que cela fasse monde. Ce n'est pas l'Occident qui fait le monde. Cet universalisme, il peut venir de Lesotho. Cet universalisme, il peut venir de Dakar. Il peut venir du Caire. Au nom de quoi, ce qui est universel, ce qui doit être mondial, doit forcément venir d'Europe. Et si on revient sur... Ou de l'Orient ou d'autres continents, ce n'est pas forcément l'Occident. Je le dis parce que souvent, on rejette parce que ça vient de l'Occident, ou parce qu'on nous l'impose, parce que les Occidentaux considèrent que c'est mieux. Et c'est là aussi, même dans cette dynamique, en tout cas dans cette analyse que j'essaie de faire du relativisme, de l'universalisme, qu'on est dans du relativisme, qu'on respecte la différence. C'est-à-dire, au nom de quoi, moi aujourd'hui, l'Europe devrait m'imposer quelque chose. Mais quand je le dis, en même temps, je dis, au nom de quoi, si l'Europe considère quelque chose de bien et qu'il est bien, que je devrais le rejeter parce que moi, je suis africain ou je suis de l'Orient, parce que ça vient d'Europe. Donc, c'est là le problème. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un problème... Enfin, je ne dirais pas de civilisation parce que c'est toujours, tout le monde l'utilise maintenant à toutes choses. Ça va faire un peu trop, ouais. Oui, mais c'est là qu'on a un problème de rapport avec soi, mais de rapport avec l'autre. Dès l'instant qu'il y a quelque chose de positif, ou en tout cas une observation qui nous vient de l'autre, nous le prenons en pleine figure comme étant soit une insulte ou quelqu'un qui est en train de faire un donneur de leçons. Vaste débat sur la civilisation et sur le relativisme culturel. On va passer, Nada, rapidement. On va continuer après. on va continuer après. D'ailleurs, on allait parler aussi de l'expérience du voyage. Oui, mais moi, je veux parler de Seydou. Seydou, vous êtes un expatrié mauritanien qui vit à l'étranger et vous êtes mauritanien. Donc, ce qui fait que vous avez une vision interne en même temps externe. Donc, à votre avis, comment vous analysez la scène mauritanienne, qu'elle soit politique, artistique, n'importe laquelle, la scène mauritanienne d'une manière générale? Ça, il faut demander ça à Abdul Cheikh. Il est beaucoup plus connaisseur que moi parce que c'est un très grand anthropologue et puis qui a une très grande science, qui a une très belle vision par rapport à moi. Ce petit vous avez quand même vécu en Mauritanie et vous voyez aussi Mauritanie de l'extérieur. On va partir d'une petite expérience. Moi, je reviens de la Mauritanie. J'ai fait 3 mois et demi. Et pour vous dire simple, de toute façon, on dira très rapidement que je n'ai pas le choix. C'est un pays que j'aime extrêmement. C'est un très, très, très bon pays. C'est un très, très, très beau pays. Surtout beau, la beauté du pays. Je ne parle pas, est-ce que Nouakchott, il y a des buildings ou pas. Je parle de la beauté du pays au niveau intérieur. Malheureusement, vous savez qu'est-ce que j'ai remarqué en Mauritanie? De façon générale, pour avoir une approche beaucoup plus globale, je suis un peu déçu sur un aspect. C'est sur l'aspect humain. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de courir vers une certaine forme de modernité et de courir vers des valeurs qui ne sont pas les nôtres et qu'on fait sien, surtout dans le monde aujourd'hui, dans la capitale par exemple mauritanienne. Et nous sommes en train de perdre certaines valeurs essentielles d'humanité, de respect.
de respect, je vous dis, hein, c'est sur de petits détails de respect que nous sommes en train de perdre. Et nous sommes en train, malheureusement, quelque part, de tendre vers une certaine forme, je le dis entre guillemets, d'occidentalisation. Malheureusement. C'est ça le plus grand danger qui nous guette. Maintenant, sur l'aspect politique, social, on va dire, sur la tension. J'ai juste envie de dire que la façon dont on présente les situations, que ce soit politique, économique, culturelle, et même la cohabitation mauritanienne, elle est beaucoup plus complexe que la façon aussi simple et simpliste qu'on veut nous l'imposer. Et surtout qu'on veut nous l'imposer via les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi, si je reste sur ma page Facebook ou sur Twitter, je vais croire que c'est un autre monde. Oui. Mais vous savez, quand je suis à Paris, je ne suis connecté que sur Cridem et je ne suis connecté que sur Facebook, sur Kasataya, sur tout RMI Info, bien sûr. Et je suis, pas plus tard que ce matin, j'ai regardé une de vos actualités. C'est-à-dire, je suis quotidiennement l'actualité mauritanienne. Et je crois que la Mauritanie ne bouillonne que de ça. Et quand je descends à Nouakchott pendant ces 3 mois, je vois autre chose. Je vois une certaine dynamique. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas, qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a pas des contrastes qui sont violents qu'on n'a pas envie de voir. Mais il y a une autre Mauritanie qui est en train de se construire. Vous savez pourquoi? Il y a toute une nouvelle génération qui est en train d'être des trentenaires. Ce sont une génération, par exemple, de Mauritaniens qui sont nés entre les années 1980 et 1990. Et encore mieux, il y a une génération. C'est elle qui va changer beaucoup de choses. C'est la génération qui est née après les événements. Vous prédisez à présent maintenant. Oui, enfin, en tout cas, c'est l'analyse que j'ai faite. J'espère, il ne faut pas enregistrer parce que si je me trompe, vous dites que j'avais absolument rien dit. Il y a une génération, ceux qui sont nés entre 1995 et 2000, eux, ils vont transformer la Mauritanie. Ils vont transformer la Mauritanie. Vous savez pourquoi? Parce que l'ancienne génération, il y a une réalité. Soit ils partent à la retraite, ou il y a la réalité naturelle. Généralement, vous savez un peu, hein, les Mauritaniens, ils vivent, vous savez à peu près, je ne prédis pas leur mort, mais c'est la réalité naturelle. Et qu'il y a un changement générationnel qui va se faire, et ceux-là vont transformer la Mauritanie. Mais notre État a une part de responsabilité. Pour que ces jeunes-là prennent leurs responsabilités en main, il faut que l'éducation soit au centre de la Mauritanie. Il faut que les gens... Et quand on voit les résultats des scolaires en Mauritanie... C'est pour ça, quand on dit que c'est cette génération qui va développer, entre guillemets, la Mauritanie, on se dit qu'on est très mal parti. Quand on voit le système éducatif, comment ils sont éduqués actuellement. On peut rectifier le tir. Moi, je l'ai dénoncé et je trouve scandaleux dans un pays comme la Mauritanie, quand on a moins de 10% au bac, on ne fait pas l'assise ou les états généraux de l'éducation. Et qu'avant, on avait fait les états généraux de l'éducation et que ça n'apportait absolument rien. C'était l'année de l'enseignement, l'année de l'éducation et que le taux n'a pas aussi bien évolué. Et il faut que nos autorités prennent conscience, et ça, par exemple, moi, je le dis tout le temps, nos autorités, de façon générale, toutes communautés confondues, quelque part, moi, le danger, je me dis, est-ce que même c'est pas fait exprès? Parce que toute l'élite politique mauritanienne, peu importe où ils ont leurs enfants dans les meilleures écoles. L'école publique aujourd'hui, c'est l'école des pauvres, toutes communautés confondues. Ça, c'est vrai. Les gens qui ont de l'argent vont dans les écoles privées, pas dans n'importe lesquelles. C'est-à-dire, même dans l'école privée, il y a des catégories. Ouais. Les meilleures écoles privées sont faites pour l'élite. Et l'élite est en train de reproduire les futurs dirigeants par qui? Par leurs propres enfants, parce qu'ils veulent que leurs propres enfants continuent à diriger ce pays. Pendant ce temps, on est en train de miner le reste de la population sur des questions linguistiques et sur des questions du public ou du privé. Thierno, vous glissez dangereusement vers la politique. Et non, c'est avait une question par rapport à ça. C'est la reproduction, c'est un peu abordu, exactement. Oui. Là, alors, j'ai une question sur la politique en Mauritanie par rapport au parti IRA. J'ai vu récemment, il y a 13 membres des IRA qui ont été condamnés pour 13 ans. 13, de 15 ans à... Entre 3 et 15 ans. Voilà, pour violence à l'ordre public et l'appartenance à une organisation non autorisée. Est-ce que vous avez des éléments sur... Alors, je vous dis, j'étais à Nouakchott, je ne l'ai pas suivi, malheureusement, mais moi, je vous dis directement mon sentiment. La première des choses, c'est que je crois que souvent, très souvent, à chaque fois que les autorités mauritaniennes s'en prennent à l'IRA, ils font une erreur manifeste. C'est-à-dire, ils font une erreur manifeste, je m'explique. Je crois qu'il y avait tellement d'autres éléments sur lesquels on pouvait les appréhender que sur ce genre d'éléments-là. La deuxième des choses, moi, je vous dis là,
j'essaie de reprendre ma casquette de juriste un peu, un petit chouïa si vous permettez. Allez-y. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, vous prenez quelqu'un en flagrant délit, en tout cas d'attaque, pendant que cette personne-là n'est même pas sur place. C'est-à-dire C'est on chez n'est lui. plus ce n'est plus de la flagrance. C'est-à-dire là, je vous dis en termes juridiques, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous attrapez quelqu'un chez lui en train de dormir et que vous dites que vous l'avez pris en flagrant délit de trafic de drogue, il n'est pas en train de faire de la drogue, surtout que vous ne trouvez pas aucune drogue chez lui. Ça, c'est en termes juridiques. Et Or, la malgré, plupart malgré d'entre ce que l'administration dit, posséder des vidéos prouvant qu'ils ont quand même été impliqués d'une façon ou d'une autre. Non, Elle le dit, alors, hein, c'est alors, pas si moi, c'est moi, vrai. moi, je vous dis une chose. Moi, je suis très rigoriste. Si seulement ces personnes-là, ces individus qui ont été arrêtés, réellement sont derrière, qu'ils soient condamnés. Mais qu'ils soient condamnés de façon équitable, dans un procès équitable. alors, Tout à fait c'est normal. la réaction. Maintenant, la réalité, quand on dit que les gens de l'IRA et ceux qui sont de l'IRA est un groupuscule qui n'est pas reconnu, mais ce n'est pas un secret de polichinelle. On vient de savoir que l'IRA n'est pas reconnu. Pendant tout ce temps, IRA, il participe même à des élections présidentielles et on sait que la succursale, c'est IRA. Le parti RAG, la succursale, c'est IRA. On les laisse participer et faire valider une élection présidentielle. Ils deviennent, ou on fait d'eux, même deuxième. Pendant ce temps-là, on ne savait pas qu'ils n'étaient pas reconnus. Et on laisse jusqu'à aujourd'hui pour trouver qu'ils sont reconnus. Je trouve que, encore une fois, par exemple, ce genre d'événement, ce genre d'attitude contribue à salir l'image de notre pays et en même temps nous retarde. On a tellement de défis qu'à ne pas s'occuper d'une quinzaine de personnes qui sont en train... Enfin, je ne sais même pas s'ils étaient à la manifestation parce qu'on me dit que majoritairement ceux qui étaient arrêtés n'étaient même pas là-bas. Quand une dernière Donc, question. Thierno, pour rester dans le cadre politique, tu fais partie de cette génération de trentenaires, comme tu as dit tout à l'heure, qui s'agite beaucoup, que ce soit dans les Non, réseaux pas du tout. sociaux, dans les médias. On vous entend quand même vous dénoncer souvent, vous, les Khalid Diallo-Rossignol, les Et vous, Khan aussi. Biranouane, et encore autres. Alors là, Pas Biranouane ne touche pas à ma nationalité. Là, vous faites une fourchette très grande, hein. Non, Vous me non, mettez je dans parle le- de Wan, défenseur du peuple mauritanien. Non, c'est Cissé. Cissé, Que je pardon. ne connais pas, par Ok, ailleurs. excusez-moi. Donc, est-ce que derrière toute cette agitation, est-ce que derrière ça, il y a un projet politique? Est-ce qu'on va se retrouver dans 10, 15 ans, Thierno, comme par exemple député ou ministre en Mauritanie? Vous savez, il n'y a rien qui n'est pas politique. Il n'y a rien. Même RMI Onfieux, c'est politique. C'est-à-dire, quand je le dis là, je ne vous accuse pas en disant que c'est Non, politique. Il y a ça- une succursale. ça me Il y a dérange rien pas. qui n'est pas politique. Vous savez, moi, quand je vais à Nouakchott et que je prenne juste un engagement, c'est-à-dire que je prenne quelque chose, que je me dise que je vais m'engager dans quelque chose, c'est politique. Parce que je me dis, c'est politique, c'est quoi? Je suis en train de soit... Peut-être même j'ai tort, mais en tout cas, je considère que je peux contribuer à changer une mentalité ou à faire évoluer quelque chose. C'est un acte Ça politique. entre Chaque dans ce qu'on acte appelle qu'on gestion pose de la cité. est donc un acte politique. Oui. Maintenant, les élections et autres, ça c'est une autre paire de manches. J'en ai pas aujourd'hui ni les moyens, ni la capacité, ni la grandeur. Je suis très Et petit l'ambition pour aspirer. Et l'ambition. J'ai beaucoup d'ambition pour mon pays, mais même si c'est pour travailler, je vous assure, hein, vous avez, en 2011, j'étais reparti et je voulais travailler. Et je ne rêvais que d'une chose. Avant de travailler réellement, moi, je voulais connaître la Mauritanie parce que je considère que je ne la connais pas assez. Et j'avais beaucoup de temps et de disponibilité. Je voulais, si jamais je trouvais un travail, travailler dans l'administration mauritanienne, c'est d'être muté à l'intérieur du pays, connaître la Mauritanie profonde et faire le tour de la Mauritanie avant de revenir peut-être un jour sur J'espère Nouakchott. que vous avez- Parce que j'ai beaucoup à apprendre de la J'espère que vous en Mauritanie. avez fait, vous en avez fait l'occasion, ou bien en tout cas vous en aurez. Mais Je moi, l'espère. parlons tout le temps de votre expérience pour finir. Comme on a commencé par vous, on va finir aussi par vous. Qu'est-ce que vous a le plus marqué dans votre expérience d'expatriation? Dans mon expérience d'expatriation, la première des choses qui m'a marqué, en tout cas, je crois, c'est, on va dire, vous savez, le voyage Oui. est quelque chose de très important. Le voyage est formateur, juste le fait de voyager. Je vous rappelle une anecdote, moi j'étais à Reims, j'avais un très bon ami avec qui nous étions dans la même classe. Malheureusement, il n'a pas pu réussir ses années d'études et il a été appelé à rentrer en France après avoir séjourné 3 ans ou 4 ans. Malheureusement, il a eu une reconduite à la frontière. Mais il n'y a pas plus brillant que cet homme dans notre génération. Il est très intelligent et il est d'une intensité intellectuelle extraordinaire. Et je lui disais, quand tu rentrais, je dis malheureusement, tu pars sans aucun diplôme académique, mais sache que tu as l'un des plus grands diplômes, c'est le diplôme de la vie. Le diplôme de la vie, c'est que moi, je vis la personne se métamorphoser. Et puis moi, l'autre chose, c'est-à-dire quand vous voyagez, vos certitudes, elles se bousculent. Vous savez, il n'y a pas de vérité.
il n'y a que des vérités en fonction de là où on se pose. Vous savez, il y a des choses que je considérais comme immuables. Maintenant, quand on me les dit, j'ai un doute. Et c'est ça, je crois que le plus dangereux des extrémistes, c'est celui qui croit avoir la vérité partout et détenir la vérité. Donc, j'incite les gens à voyager, soit à travers la lecture, à défaut de voyager physiquement, parce que malheureusement, nous ne sommes pas sur le bon continent. Ça aussi, on pourrait pouvoir l'aborder. Ouais. Sur le bon continent, on n'a pas le bon passeport. On ne peut pas se permettre de voyager. La liberté de circulation européenne et africaine n'est pas la même. De demander aux gens de voyager. Et là, j'en profite parce qu'il faut toujours faire un plaidoyer quand on est là, de demander aux Africains d'ouvrir davantage leurs frontières aux autres Africains. Parce que bien sûr, et je commence par les Mauritaniens, parce que la circulation aujourd'hui au sud est une circulation très intense. C'est-à-dire les gens quittent Douala pour aller à Bamako, ils quittent Abidjan pour aller à Dakar, ils quittent Dakar pour aller à Nouakchott, ils quittent Nouakchott pour aller au Maroc. Et on veut que les gens puissent circuler librement dans leur continent. On ne peut pas demander à l'Occident d'en ouvrir davantage, or que chez nous, tout proche de chez nous, quand un Guinéen rentre en Mauritanie, il paye 90 € pour un visa. C'est scandaleux. Voilà, ça c'est la réalité. Il faut ouvrir et je crois que le voyage est quelque chose... Vous savez, vous connaissez le système Erasmus, on a étudié ici. L'Europe des peuples, ça se fait avec les gens, ça ne se fait pas avec les nations. Il faut que les nations apprennent à se connaître. Il faut que nous, Mauritaniens, nous connaissions davantage nos concitoyens sénégalais, que les Sénégalais connaissent davantage les Mauritaniens. On se connaît très bien, c'est juste qu'on ne peut pas se voir quand on veut. J'espère. Merci, merci Thierno. En tout cas, on va continuer le débat ou bien les questions avec vous tout à l'heure. Votre émission Regarde d'ailleurs se poursuit. Avant le kiosque des Rémi, l'actu des réseaux sociaux, voici des sonorités reggae dancehall dans une inspiration mauritanienne. C'est vrai, c'est bon, c'est Lover. Barasta chante Asfarta kedabo, asfarta kinyol. Better eat ma every day, so better eat ma and they call me free like beer. Mama beans, Sada be da jida go bobo peace. Me love ya everything, me love ya everything, me love ya everything. So better eat ma and they call me free like beer. Mama beans, Sada be da jida go bobo peace. Kwano J, kwano J, kwano J. Kal kombindo mi yawa, mi yakusede. Mera ide, murdom welt. So me my baby, me don't catch. Kwano J, kwano J, kwano J. Kal kombindo mi yawa, mi yakusede. Mera ide, murdom welt. So me my baby, me don't catch. Yabo bado hono ma komi no merit. Jaden gunden ko edengunam idame ma nyande phone beido. Amedi with me maya haburado. Bere idi hokudem ko santirda. So wanna belchida mi datinta. Mi datinta, mi datinta, mi datinta, mi datinta, mi datinta. Kwano J, kwano J, kwano J. Kal kombindo mi yawa, mi yakusede. Mera ide, murdom welt. So me my baby. Regarde d'ailleurs sur rmi-info.com. À l'instant, j'accueille Naira Saint-Père pour le kiosque des Rémi. Naira, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais commencer ma chronique en disant tout le bonheur que j'ai de retrouver l'équipe de RMI Info et Christophe, notre ingé son, pour une nouvelle saison. Bonheur partagé. Ce travail ne serait rien sans l'implication et l'intérêt de notre public, que je salue également et à qui je souhaite le meilleur de ce que l'avenir peut nous réserver, Inch'Allah. Entrons à présent dans le vif d'ici chez Naira. Les vœux et les salutations étant à présent hors du chemin, permettez-moi de reprendre mes bonnes vieilles habitudes, dont la plus importante à mes yeux est celle qui consiste à tenter de jouer auprès de tous les Mauritaniens le rôle qu'incarne le personnage de Disney, Jiminy Cricket. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nom, ou pour qui Disney n'évoquerait rien, il s'agit tout simplement d'un personnage de dessin animé
donc fictif, qui est censé représenter ou incarner la conscience. Un personnage de fiction, un dessin animé en l'occurrence pour incarner notre conscience. Où est-ce que vous voulez nous mener, Naira? Alors surtout, ne pensez pas que la mégalomanie s'est emparée de moi ou que je serai complètement délirante. Songez simplement que quand on veut vraiment aider son prochain, son ami, dans des situations difficiles, on joue parfois ce rôle de conscience extérieure sans même s'en rendre compte, tellement c'est naturel. Gemini Cricket avait un rôle nettement plus difficile que celui que j'ai en réalité. Il jouait la conscience pour aider quelqu'un qui n'en avait pas du tout, ce qui n'est pas notre cas, rassurez-vous. Merci de nous rassurer, mais quel est le lien entre ce Gemini Cricket et nous autres Mauritaniens? En discutant avec mes compatriotes, j'apprends beaucoup sur notre état d'esprit actuel, sur la manière dont nous regardons notre pays, sur les non-dits qui perturbent la communication entre nous, sur nos espoirs, sur notre vision de l'avenir. J'avoue qu'il n'y a pas plus déprimant comme expérience, mais il faut le faire, il faut conserver le lien, raviver la flamme, pour avoir l'opportunité de revoir notre copie et de nous réformer. Le désordre de notre pays reflète notre désordre intérieur. Nous sommes défaitistes et à la fois jusqu'au boutiste. Nous sommes plaintifs et résignés. Nous sommes des grands rêveurs, mais des tout petits faiseurs. Nous sommes orgueilleux et fiers, mais nous n'hésitons pas à mendier. Nous voulons la solidarité et la fraternité, mais surtout que l'autre commence d'abord ou fasse le premier pas. Wow, Naira. Après ce sombre tableau, qu'en est-il de nos actes? Les luttes sociales que nous menons en Mauritanie sont loin de rassembler parce qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Quand l'intérêt général n'est pas à l'ordre du jour, personne n'a envie d'être le pigeon du business de l'autre. Quand il y a plus à perdre qu'à gagner, les gens ne s'investissent tout simplement pas. Vous ne pourrez pas les attendrir avec des considérations morales ou universalistes. Leur pragmatisme est issu de leurs conditions de vie difficiles. Ils vivent dans le monde réel, ils voient les rapports de force, ils savent les injustices, mais ils préfèrent s'en accommoder plutôt que de participer à tout détruire, s'assurant ainsi un destin incertain et dangereux. Pas du tout flatteur non plus du côté de nos actes. Et sur nos discours, qu'en dites-vous, Naira? Personne ne sait plus parler aux Mauritaniens, parce que la vision que vous avez d'eux est communautariste, ethniciste et catégorielle. Wow. C'est à se demander ce que la République islamique de Mauritanie a enseigné à ses enfants depuis l'indépendance. La nation mauritanienne est indivisible justement parce que le régime républicain ne reconnaît pas les communautés mais les individus. Dans notre cas, c'est un régime prétorien qui a fracturé ce pacte républicain et qui est directement responsable de la division de notre société. Il n'est que justice, quelque part, que cette division se retourne contre lui. Néanmoins, le cynisme malveillant ne nous aidera pas à avancer d'un même élan et dans la même direction. Il nous fera perdre du temps, engendrera sûrement d'autres frustrations qui, avec le temps, finiront elles aussi par nous rattraper. Il faut trouver des solutions, des stratégies. Il faut partager le pouvoir comme l'effort, donner des pistes de réflexion, obliger les gens à débattre, à s'exprimer clairement sur certains faits de société, sur nos valeurs communes, sur nos ambitions. Que reste-t-il de ce tableau sombre et notre valeur cardinale, l'islam dans tout ça? Je ne vous parle même pas de la trahison des valeurs de l'islam qui s'illustre à tant de niveaux dans notre pays que ça en donne le tournis. L'islam qui a permis d'abolir tant d'injustices et de restaurer une véritable fraternité entre les hommes se voit en Mauritanie démenti chaque jour que Dieu fait et qui passe sous nos yeux. Ma première et unique question à ce sujet sera, pour des véritables croyants, peut-il exister un système qui soit meilleur que celui que Dieu a prescrit pour nous gouverner? La République, la démocratie sont-elles donc infaillibles? Aux Mauritaniens de répondre à cette vaste question. Naira, merci de l'avoir posée. C'était le kiosque d'Erémie avec Naira Saint-Père. Pour aller plus loin, faites un tour sur le site d'eremiinfo.com, comme je vous l'ai dit, qui a fait peau neuve. Vous y trouverez des articles de Naira, mais également une page spécialement intitulée « Les chroniques de Naira » à écouter, à partager et à commenter à votre guise, évidemment. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com à présent, l'œil sur la toile avec Maître Khan. Vous connaissez la formule, ça clique, ça like, ça tweet, c'est l'acquis des réseaux sociaux. Amadou Khan, bonsoir. Bonsoir à tous et à tous qui nous suivez à Nouakchott, Paris, New York ou encore à Dakar, où que vous soyez, éteignez la télé. Tendez l'oreille, c'est l'heure de votre chronique des réseaux sociaux où ça clique, ça like, ça fait le buzz. Bref, merci à vous de nous accueillir chez vous. C'est parti, c'est nous.
Et les Mauritaniens, vous nous dites, s'engagent mieux sur Facebook. Oui, j'ai envie de dire ça va mieux, comme dit François Hollande. Oui, chers auditeurs, cet été, je me suis mis personnellement en retrait sur Facebook, mais j'ai observé de loin pour vous ce qui se passait sur le Facebook mauritanien. Et je suis catégorique. Le changement sur l'utilisation de ce réseau par les internautes mauritaniens, qui n'hésitent plus à filmer les habits des forces de l'ordre, par exemple. Cet été, des photos ou des vidéos ont fait le buzz. Je parle évidemment de celles montrant un agent de sécurité routière maltraité ou handicapé sur l'artère nouakchotoise. Le buzz était tel que les autorités mauritaniennes ont réagi avec la mise en pied, semble-t-il, de cet agent de la sécurité routière. Cet été, 2 personnages, oui. On a vu aussi tout récemment la photo d'une dame assoupie dans son bureau pendant les heures de travail. La photo en question a fait le buzz sur Facebook. Hier, Gaïnak a dit retirer sous la pression des parents de la dormeuse sous la table, comme on dit sur Internet. Je cite hier Gaïnak, j'ai retiré cette photo parce que ma sœur, qui en aurait été l'auteur, a reçu des menaces avant de conclure que s'il arrivait quoi que ce soit à celle-ci, la famille de cette dame serait tenue pour responsable. Cet été également, 2 personnages ont fait leur apparition sur la web store mauritanienne. Oui, Seydou, tout à fait. Le premier, Tariq Ramadan, islamologue, petit-fils du créateur du mouvement des frères musulmans égyptiens, a été invité par les ONG de la place, mais mal lui en a pris de vouloir se mêler de ce bouilloire mauritanien, sur qui puisait à quelques semaines de l'organisation du sommet de la Ligue arabe à Nouakchott, parrainé par l'Arabie Saoudite, ennemi juré de Tariq Ramadan. Résultat, cette visite a été un fiasco total car l'intéressé a été refoulé par les autorités mauritaniennes dès son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott. C'était, je suis venu, j'ai fait une vidéo Facebook et je suis rentré. Il a tout de même pris le temps de faire une vidéo qu'il a diffusée sur sa page Facebook. Et les Mauritaniens ont vivement réagi à cette expulsion. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers n'ont pas été tendres avec le pouvoir mauritanien, qui l'ont accusé de dictature. Ils ont même comparé Aziz à Kim Jong-un du Corée du Nord. Les internautes semblaient être unanimes, confondant souvent la Mauritanie et ceux qui dirigent la Mauritanie. Ils en ont profité pour insulter notre pays, des internautes mauritaniens, marocains, sénégalais. On pouvait ainsi lire honte à la Mauritanie. Les gens allaient même jusqu'à s'excuser. Le hashtag désolé Tariq Ramadan a fait son apparition dans une centaine de publications. Cependant, Tariq Ramadan n'est pas le seul personnage extérieur à la Mauritanie à faire le buzz. Oui, Kémy Séba a fait son entrée tonitruante sur la scène mauritanienne. Lui, l'autoproclamé défenseur de tous les Noirs du monde, vient sauver comme un messie tous les Noirs opprimés de la Mauritanie. C'est connu que la misère est le laisser-aller est un terreau fertile pour le développement des personnages aussi loufoques les uns que les autres. Connaissant Kémy, vous vous doutez bien que les méthodes utilisées ne sont pas très orthodoxes, musulmans. Dans ses sorties, il parle du méchant Beidan qui réduit le pauvre noir mauritanien à l'esclavage. Et dans sa dernière sortie, il appelle ni plus ni moins qu'à boycotter le poisson mauritanien. Comment est-il perçu par les Mauritaniens, cet appel au boycott? Il faut dire qu'il a ses groupies, donc pour le faire simple, mais il n'a pas que il ne fait pas l'unanimité, il agace même. Et ce n'est pas Naïra, notre chroniqueuse, qui me dira le contraire. Dans un article réquisitoire intitulé Kémy Séba de la tribu K au rêve Kukuskan inversé pour l'Afrique, dans cet article publié dans ce site rmiinfo.com, Naïra ne mâche pas ses mots. Elle parle de personnages comme une ignominieuse imposture. Imposture, elle le dit quand vous le répétez également. C'était l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kane, Maître Kane. Nous passons maintenant au questionnaire A. Rebonsoir, c'est ça. C'est à vous nous expliquer le principe du questionnaire A? Le principe est très simple. Il suffit de répondre aux questions très rapidement. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Un touriste veut découvrir la Mauritanie. Quel endroit lui conseillez-vous en premier? Tékane. Vous êtes plutôt Morito ou Bissap? J'aime bien le Morito. Le lieu qui vous a le plus marqué en Mauritanie? Virgin Morito. Si me le préciser. Le lieu qui vous a le plus marqué en Mauritanie? Magama, ma ville. Vous avez Dilma Rousseff au téléphone. Que lui dites-vous? Qu'elle m'explique exactement ce qu'a fait Lula. Pour vous, par quoi commence une bonne journée? Une bonne prière. Vous savez cuisiner du daring? Oui. Oh, bravo. Le mot que vous préférez le plus en soninké? Amoro. Tout simplement. Quel est le dernier film que vous avez vu? Je me rappelle plus, je ne suis pas très cinéphile. Très bien. On vous demande de choisir une nouvelle capitale pour la Mauritanie. Que proposez-vous?
Une nouvelle capitale pour la Mauritanie. Compliqué ça. J'y ai pas pensé. Joker. Joker alors. Pratiquez-vous un sport? Oui. Lequel? Foot. Très bien. Avez-vous déjà réservé un mouton pour l'Aïd? Non. Avez-vous une pensée pour Brigitte Bardot le jour de l'Aïd? Non. Pas du tout. Le livre que vous lisez en ce moment? Politique de l'inimité, Achille Bembe. Très bien. C'est tout pour Question ERA. Merci Seta, merci Thierry d'y avoir répondu, vous en sortez brillamment. Malheureusement pour Brigitte Bardot, il attendra. Merci. Merci d'avoir écouté Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. L'émission, comme toutes celles d'RMI, sont réécoutables, commentables et podcastables à volonté sur le site rmiinfo.com. Merci à Naira, à Amadou Khan, Seta Kamara et Nadal Wakaf. Merci à Abdoulaye et Christophe Albert pour la technique. C'est un plaisir de remplir cette saison avec vous. Toute l'équipe d'rmiinfo.com vous disent Kembere Waga, Sima, Yen Bostuni Mouwouri, Odon Diallo, Odon Diafo, Nyenen Feke Dewel. Moi, je vous dis à très vite. Merci. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdouane.